Bon Steph, t'aurais pas un truc à nous montrer? Ouais, un petit truc ou un gros truc? Un joli truc. Allez. Allez, magnifique. C'est difficile de commencer une session mieux que ça, en lac de barrage, avec un poisson sauvage magnifique, quasiment linéaire. Bon, je pense qu'elle dépasse très largement les 20 kg, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour le cadre, la saison, les poissons qui mangent, des poissons, vous le voyez, qui sont bien ventrus, qui se nourrissent fort et qui parfois nous font un peu le plaisir d'être là. C'est Bravo ça. Steph. Ouais, magnifique coup de ligne. Salut Stéphane. Salut Olivier. Bah écoute, merci de nous accueillir pour ce numéro de Let's Go Carp Fishing. On est en langue de barrage, dans les terres du milieu, voilà, dans ce vaste empire qui est le très grand massif central, très riche en lac de barrage principalement. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pêché ensemble, ça fait 2 ans, voilà, on a fait pas mal de sessions par le passé. Je suis très content d'être avec Stéphane parce que pour moi, je pense que j'en ai côtoyé quelques-uns, mais c'est un des meilleurs pêcheurs de barrage que je connaisse, très tenace, sportif de haut niveau, il n'a jamais rien. Voilà, l'endurance, le mental, ça joue énormément, c'est des pêches où on peut vite se décourager, voilà, quand il pleut pendant des jours, que les conditions sont difficiles. Lui, c'est un des rares que je connaisse qui lâche rien, il est bien supérieur à moi. Quand ça se gâte un peu, j'aime bien rentrer au chaud des fois, mais lui non, et forcément ses résultats s'en ressentent par rapport à beaucoup d'autres. Donc explique-nous, on est à l'automne. Une particularité, c'est que vous le voyez, il fait beau, c'est le premier soleil, première journée de soleil depuis des semaines. Vous le savez, la France a connu une grosse vague d'intempéries et justement ça influe un peu sur notre pêche du moment, puisque la particularité, c'est que les lacs sont pleins comme des œufs. C'est ça. Voilà. Donc comment on s'adapte? On s'adapte, on fait au mieux, on raisonne tout par défaut, on essaye de faire des côtes mal taillées et trouver l'endroit où on pense qu'il va y avoir quelques poissons qui vont passer pour aller justement dans les zones d'alimentation, parce que là qui est en haut et que l'eau est chaude, c'est 13 degrés en surface, et elles ne vont pas hésiter à monter dans les couanes, dans les baies. D'ailleurs il y en a une qui vient de sauter tout en haut là-bas. Donc c'est bon signe. Et donc en fait le lac est en haut, ça change la configuration habituelle parce que d'habitude c'est moins 12, moins 13 mètres, voire des fois plus. Donc on a une lecture du fond qui est différente puisqu'on voit ce qu'il y a hors de l'eau et on imagine que ce qu'il y a sous l'eau c'est quasiment la suite logique. Oui, le prolongement. Ouais. Voilà, donc là on interprète, avec nos connaissances, on a un peu l'habitude de pratiquer ce barrage. Et on essaye de trouver les zones où vont passer les poissons. Donc là on est sur une zone avec de grands plateaux, des langues de terre qui s'avancent très loin au milieu et des ruptures très raides. De chaque côté des grosses pentes où on peut prendre 15 mètres de fond en 7-8 mètres de distance. Donc c'est un relief très particulier, comme souvent au lac de barrage d'ailleurs. S'il n'y avait pas de relief, il n'y aurait pas de lac de barrage. Pour faire une retenue hydroélectrique, il faut qu'il y ait du fond. C'est ça. C'est la règle numéro 1. Et un autre point qui est quand même extrêmement important, c'est que comme le lac est très haut, on ne peut pas s'installer facilement. Donc il y a beaucoup de zones qui sont inutilisables parce que voilà, l'eau est dans les arbres, on ne peut pas du tout se poser. Et comme tu le dis, pour la lecture du fond et l'installation, ça pose quelques soucis. Mais voilà, quand les barrages sont à leur cote habituelle l'automne, on peut pêcher l'intégralité des plans d'eau puisqu'on a la place pour s'installer. Sans aucun souci. Donc on n'est pas du tout sur une approche de pêche de zone, d'amorçage large, en se disant on va faire rentrer les poissons dessus avec un amorçage un peu important, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est là pour 2-3 jours, voilà, donc on ne construit pas la pêche de la même façon. Donc on va être sur des pêches plus opportunistes, essayer de trouver finalement un spot pour chacune des cannes, dans des profondeurs différentes, et en observant le poisson blanc, qui est un indicateur, puisque précision aussi importante. Si on a une grosse activité de poisson et qu'on trouve, soit visuellement, soit parce qu'elle saute les carpes sur une zone, on peut se permettre d'avoir la main un petit peu plus lourde. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas très peu de signes d'activité.
par ce poisson qui finalement nous fait mentir. Et on n'en avait pas vu jusqu'à présent Non, sauter. c'est le premier. C'est le premier. Donc on va chercher un spot pour chacune de nos cannes dans des profondeurs d'eau différentes. Et comme tu me l'expliquais, tu as bougé un peu tes cannes. Tu es arrivé un jour avant moi et tu as bougé les cannes, tu étais parti un peu plus profond. Parce que tu t'es dit, là il y a du poisson fourrage, et la carpe finalement c'est un poisson blanc. Donc là où les brèmes, les gardons, et tout ce qu'on appelle habituellement les indésirables, mais pour moi ça n'en est pas, au contraire c'est plutôt des très bons indicateurs. Parce que c'est des zones les zones où ces poissons se nourrissent, les carpes vont y passer également, parce que voilà, il peut y avoir un substrat particulier avec des vers de vase, avec voilà, toute une sorte de nourriture naturelle qui est intéressante aussi pour le poisson. C'est ça, et en fait on s'aperçoit quand on passe l'éco-sondeur la première approche qu'on doit avoir, c'est passer l'éco-sondeur et voir où se situent ces boules de poissons. On s'aperçoit que là c'était entre 9, 10, 11 mètres, mais guère au-delà. Et là c'est la zone où il fallait pêcher. Donc moi, ma stratégie à chaque fois c'est de chercher des endroits, des légers replats dans ces pentes abruptes pour caler un plomb et surtout tomber sur une zone molle. Parce qu'en fait, il faut jouer sur les contrastes. Quand c'est dur, on cherche du mou et vice-versa. Et en barrage, le mou, c'est beaucoup plus rare qu'en plan d'eau. En plan d'eau, c'est l'inverse. On dit souvent, trouve la tache de gravier, trouve le dur. Bon, vous avez vu ça dans plein de vidéos. On sonde et on trouve un endroit où le substrat est un peu plus ferme. Et ça va être un hotspot, on va dire, entre guillemets. En lac de barrage, parfois, c'est l'inverse. Une poche peut être un garde-manger potentiel. C'est ça, parce qu'en fait, là, les seules zones de mou qu'on va avoir ici sont dans 40 mètres d'eau. Ouais. Donc c'est pas la peine d'y pêcher, même si j'en connais qui ont déjà essayé, mais bon, c'est un peu... D'ailleurs, justement, une question intéressante, c'est intéressant d'échanger là-dessus. Jusqu'à quelle profondeur tu as pris des poissons au lac de barrage? 27 mètres. 27 mètres, voilà. Donc ça peut paraître énorme quand on est habitué à pêcher des plans d'eau avec des profondeurs classiques, mais voilà, pas hésiter à descendre assez profond. Moi, je pêche souvent, il y a des zones sur lesquelles je pêche où je pêche entre 17, 18 et en remontant parfois avec des cannes qui peuvent être dans 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau en fonction. Mais il ne faut pas hésiter à descendre un petit peu plus bas, soit parce qu'on a trouvé les poissons, soit parce que rien ne fonctionne. Et en fait, en lac de barrage, c'est comme ailleurs, il faut tenter des trucs. Ah oui, oui. Parce que parfois, sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss, ça peut passer. L'anticonformisme, c'est payant. C'est tout ce qui est pêche normée, c'est classique et on fait du poisson. Et on ne fera pas la même pêche que si on s'adapte et qu'on ose des choses. Et en l'occurrence, le 27 mètres, c'est pas moi qui l'ai pris, c'est mon pote qui était à côté de moi. C'est un Italien et lui, il n'arrêtait pas de me dire faut essayer, faut essayer. Et il s'amusait, il faisait un départ en 20 mètres. Il a fait un départ jusqu'à 27 mètres. Il a arrêté et moi j'étais à côté, j'ai vu, il fait une magnifique coille dans 27 mètres d'eau. C'est juste hallucinant. Il me dit mais ouais, le poisson est là. Donc il faut oser, il ne faut pas se limiter à je pêche dans les barrages, les bordures, 4,50 m, c'est vrai qu'on fera toujours du poisson. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont qui nous attendent pour la séance vidéo et la séance photo, qui ont été pris en bordure. La nuit, ça reste un classique. C'est un classique, mais là, sur nos 8 cannes, on a une canne en bordure, parce que aussi le relief ne se prête pas à en mettre beaucoup plus. Et bon, ça fait 2 poissons de taille réduite par rapport à la première, parce que le petit poisson a plus tendance à longer le bord, même si on ne va pas faire une généralité. Mais les gros, voilà, quand on prend en pleine eau un poisson entre 10, 15, 20 mètres, globalement, à cette époque, généralement, c'est un peu plus lourd. Bon, écoute, super. On va aller voir ces 2 poissons. Parfaite parité, une commune, une miroir. Voilà, calibre effectivement un peu inférieur à celle que tu as prise hier. Mais en revanche, voilà, des très beaux poissons, plein de formes. Et puis, dans le lac de barrage, tous les poissons sont des cadeaux. Allez, on va voir ça tout de suite. Allez. Voilà, 2 beaux poissons de barrage, une commune, une miroir. Le top. Parfait. Super Stéphane. Magnifique. C'est lourd, un petit peu quand même. Allez. Pour
pour ce qui est du matériel et plus particulièrement des cannes et des moulinets, pas de souci, on peut utiliser exactement le même set que le reste de l'année sur les pêches de barrage. Généralement, souvent des cannes de 12 pieds et de 3,5 livres de puissance pour avoir cette polyvalence qui nous permet de pêcher à peu près partout. Donc ici, le modèle Nirvana que vous avez déjà pu voir dans d'autres épisodes de Let's Go Carp Fishing, et avec un moulinet qui doit avoir une contenance de fil suffisante pour pouvoir déposer éventuellement des montages relativement loin. Donc ce modèle-là est un modèle assez léger, hein, c'est le Falcon 4500 XTC. On pourra passer sur des tailles au-dessus quand on a vraiment besoin de déposer un peu plus loin et qu'on a besoin d'avoir une très grande contenance de fil, mais pour la plupart des pêches ça suffit amplement. Deuxième type de canne que j'aime particulièrement utiliser, notamment en automne quand on est sur des pêches très mobiles et qu'on a simplement un petit Zodiac, en l'occurrence moi de 2,60 m pour pouvoir se déplacer, c'est des cannes de 10 pieds, un encombrement très réduit une fois plié, et finalement une taille qui est bien suffisante, notamment lorsqu'on va déposer des montages, puisqu'on n'a pas besoin de lancer, on n'a pas besoin d'avoir forcément des cannes très longues, donc des cannes de 10 pieds en 3,5 livres marchent très bien. Donc le modèle ATX Custom que vous avez déjà vu également, qui est un peu mon coup de cœur sur toute cette saison et qui ne me quitte plus. Donc voilà, ce sont celles que je vais utiliser principalement aujourd'hui. J'avais pris des 12 pieds quand même, en fonction des types de pêche. Par exemple, si je vais déposer très loin, je sais que si je dois ramener un plomb, c'est toujours plus agréable avec une canne un peu plus longue. On a un bras de levier plus haut, on arrive à décoller le plomb un peu plus rapidement. Voilà. Sinon, les 10 pieds, pour moi, sont généralement mon premier choix. Alors pour le corps de ligne, en fonction de la distance de pêche et des conditions, on peut opter soit pour du nylon, donc du nylon de bon diamètre, hein, puisqu'on est dans un milieu qui peut être un peu hostile. Donc c'est une possibilité, notamment si on a besoin de lancer ou qu'on pêche vraiment en bordure devant soi. La plupart du temps, je vais nettement préférer la tresse en corps de ligne, qui a l'avantage de ne pas avoir d'élasticité et de permettre une détection des touches bien plus efficace, notamment à longue distance. En matière d'èche et d'appât, on va rester très simple sur les pêches automnales. On va utiliser les grands classiques qui fonctionnent en toute saison, en ciblant sur deux produits plus particulièrement en ce qui me concerne. Pour les graines, les noix tigrées, voilà, donc là en seau, qui ont l'avantage d'être prêts à l'emploi et de se conserver assez longtemps. Donc la noix tigrée, c'est une graine qui est particulièrement appréciée par les carpes, qui a un avantage, c'est qu'elle est très peu consommée par les autres espèces, donc on sait que l'amorçage restera en place le plus longtemps possible. On peut l'utiliser aussi bien pour amorcer que pour écher, y compris des toutes petites bouchées. Voilà, ça peut tout à fait fonctionner sur un amorçage à base de particules un petit peu plus grosses ou à base de bouillettes, ça marche très bien. On peut les décoller avec un morceau de liège. Voilà, les présentations possibles sont multiples. En second lieu, on va utiliser bien évidemment des bouillettes, et des bouillettes sur des diamètres qui vont rester assez classiques. Donc là, moi j'utilise des bouillettes en 20 mm. Donc qui vont avoir une taille, on va dire standard, une taille passe-partout et qui permet de faire, on va dire, face à toutes les situations. Donc on va pouvoir utiliser en amorçage, on va les utiliser en échage, simplement une bouillette dense, puisque voilà, il n'y a aucune raison que les carpes ne se fassent pas prendre sur ce qu'elles vont consommer dans l'amorçage. On va pouvoir les équilibrer éventuellement en les perçant et en rajoutant un morceau de liège. Et on va pouvoir aussi les équilibrer en utilisant une bouillette flottante. Le troisième type d'èche qu'on va utiliser, bien évidemment, ce sont les bouillettes flottantes sous toutes leurs formes, soit associées, comme je viens de le dire, à des bouillettes denses, soit seules pour décoller éventuellement des noix tigrées, ou pour équilibrer sous forme de bonhomme de neige une bouillette dense. Voilà, des grands basiques, des choses qui marchent systématiquement et en toute saison. On ne réinvente pas le fil à couper le beurre ni l'eau tiède. On part sur des classiques et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Pour la mobilité en lac de barrage, l'emploi d'une embarcation est
quasiment indispensable bien évidemment, que ce soit pour aller amorcer, déposer des montages ou pour voilà, regagner un poste qui n'est pas accessible autrement. Donc moi j'utilise un bateau pneumatique donc de 2,60 m, c'est un bon compromis en taille, j'arrive à y loger l'intégralité de matériel que j'emporte avec moi pour des sessions de 48 heures. Dessus un moteur de 55 livres, donc une puissance qui est largement suffisante, ça fait partie des moteurs électriques relativement puissant. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de le pousser à fond comme avec un petit moteur, on va utiliser les petites vitesses, 1, 2, 3 grosso modo, ça suffit largement et on économise de la batterie puisque voilà, sur ces petites vitesses là on tape moins dans la réserve d'énergie. Pour la batterie, j'ai une batterie de 110 ampères-heure qui me permet de tenir sans aucun souci pendant des sessions de 48 heures et une seconde batterie de 40 ampères-heure que j'utilise pour l'éco-sondeur mais qui sert aussi de réserve d'énergie au cas où la première batterie soit vide. Donc, sinon, ça se termine généralement avec les rames, donc toujours partir avec ses rames. Voilà, ça c'est aussi indispensable en termes de sécurité, toujours partir avec ses rames et bien évidemment, toujours avoir avec soi donc, son gilet de sauvetage, voilà, système qui se déclenche quand on tire dessus, qu'on a avec soi, aucun souci. L'avantage du bateau pneumatique, c'est extrêmement léger, celui-ci fait moins de 30 kg, je ne le dégonfle jamais, voilà, c'est un choix, je le monte sur le toit de la voiture avec des barres de toit, et on peut rouler sans aucun souci sur des routes nationales. On évite les autoroutes bien évidemment, mais avec 2 sangles sur des barres de toit, on peut naviguer, enfin voyager plus exactement, sans aucun problème vers toutes les destinations qu'on souhaite. Voilà, moins de 30 kg, on peut le monter tout seul, aucun problème. Et dernier avantage, et pas des moindres, c'est qu'en termes de sécurité, bien évidemment, un bateau pneumatique, ça ne coule pas. Et c'est extrêmement sécurisant et rassurant. Donc voilà, pour la mobilité, le pack indispensable pour les pêches de barrage. Toujours sur la même thématique de la mobilité, j'ai une nette préférence pour les systèmes de type Broly plutôt que les Bivy, puisque quand on part de 3 jours, il faut bien se mettre un peu à l'abri pour dormir. Les systèmes de type Broly sont des parapluies, ce qu'on appelait les parapluies tentes à l'origine, voilà, qui sont très faciles, très rapides à monter et à démonter quand on a besoin de changer de poste rapidement. On rajoute une petite façade, comme vous le voyez. On se ferme à l'intérieur et il y a largement suffisamment de place à l'intérieur pour pouvoir abriter l'intégralité du matériel que j'amène sur des sessions de 2 ou 3 jours. Petite astuce que vous voyez peut-être ici, donc ça c'est une petite lampe que je fixe à l'extérieur tout simplement parce que si vous avez une touche la nuit et que vous êtes obligé de combattre le poisson en bateau, ça vous permet de l'allumer avant de monter sur votre gonflable et d'avoir toujours un point de repère pour la berge pour pouvoir revenir. Donc voilà, pensez à la sécurité. Voilà, on est là pour prendre du plaisir, pas pour laisser sa vie au bord de l'eau. Allez, let's go carp fishing en lac de barrage à l'automne. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles aventures. En rivière, en étang, en barrage, on ne sait pas trop, on s'adapte. Avec la météo qu'on a eue, on a eu la chance d'avoir les 2 derniers jours de soleil peut-être avant une vague de pluie. Allez, on va les remettre à l'eau. Magnifique. Super. À très vite.